Bonjour et bienvenue. Donc nous voici aujourd'hui pour cette émission sous l'égide d'Eddy Marc et de l'UNIM, partenaires d'Alliance, les grands rendez-vous de la santé consacrés aux questions d'éthique en santé. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de traiter une question assez transversale qui est la question éthique en santé publique. Alors pourquoi cette question posée comme ça Car on sait aujourd'hui que la santé publique, pour une partie de son activité, vise à ce qu'on appelle la promotion de la santé. Dans la promotion de la santé, il y a des éléments tels que la vraie prévention, il y a des éléments comme le dépistage, et on voit bien que déjà sur ces deux mots sur lesquels on va s'arrêter, l'idée est d'inciter les individus à prendre soin de leur santé et en adoptant des comportements ou en réalisant des actes. Alors dans la prévention, les comportements, c'est attention à l'alcool, attention au tabac, prévention des maladies sexuellement transmissibles. Dans la réalisation d'actes, c'est faites-vous vacciner, réalisez les dépistages, par exemple, des cancers avec des mammographies ou des tests de recherche de sang dans les selles, suivis éventuellement d'une coloscopie pour dépister le cancer du côlon. Et donc on voit bien que cette vision, qui est une vision de santé publique, se veut protectrice des individus, peut-être d'ailleurs malgré eux, ça va être tout le sujet, pour éviter qu'ils ne décèdent, par exemple, de la maladie, ou que celle-ci soit prise plus tard. Mais il y a une dimension beaucoup plus collective, qui est la question de préserver la santé collective. On sait que, par exemple, quand on se fait vacciner, ce n'est pas que pour soi, mais pour éviter que le fléau circule en population. Et si on diminue la circulation du fléau en population, on va préserver la population. Puis il y a une autre dimension que l'on connaît aussi, c'est une dimension économique. On sait que des pathologies pris tôt ou des pathologies évitées coûtent bien évidemment moins cher que des pathologies existantes ou prises à un stade beaucoup plus tardif. Donc il y a une certaine logique à vouloir développer des politiques de santé publique. Et d'ailleurs, à part quelques pays, on ne connaît pas de pays, en tout cas occidentaux, qui n'ont pas une logique en ce sens. Alors la problématique en termes éthiques, elle est assez souvent posée sous l'idée, mais en fait, faut-il convaincre ou contraindre les individus ? C'est un grand axe de la santé publique. Convaincre, c'est faire de l'information, proposer, dire aux gens de réaliser, et donc de laisser les gens libres et autonomes. Et à l'inverse, contraindre, c'est rendre obligatoire. L'obligation, on en connaît, autour en particulier de l'obligation vaccinale, et très récemment notre pays a été pris dans ce débat sur la question de la vaccination obligatoire pour le Covid, en particulier pour les professionnels de santé. Donc on voit bien qu'en France, le débat existe. Et comme ce débat existe, il nous a semblé intéressant d'en discuter tous ensemble avec vous. Et je suis accompagné donc, de Mylène Gouriot, qui est philosophe, membre de l'Espace éthique de Normandie, et Guillaume Grandazzi, qui est sociologue. Alors moi-même, je suis médecin, initialement clinicien, ayant fait beaucoup de parcours au sein de la santé publique, et désormais également attaché à l'évaluation des questions d'ordre éthique. Et on va vous proposer de dialoguer entre nous. Alors pour revenir à cette question de l'autonomie, c'est vrai que c'est un paradigme de la médecine, renforcé par exemple depuis la loi du 4 mars 2002 sur les droits des patients. On apprend à nos étudiants, et les patients se sont emparés dans le champ de la démocratie de l'idée de cette autonomie. En fait, elle décline d'un concept de « je suis informé », on me propose quelque chose et après je choisis et j'adhère. Et on arrive à la question du consentement, mais le rappeler souvent, le corollaire du consentement, c'est le refus. Il n'y a pas de consentement sans refus, car sinon, ce serait quelque chose qui serait de l'ordre de l'imposition, et donc on serait en dehors de cette question d'autonomie. Alors ceci dit, ce concept d'autonomie, il est beaucoup plus compliqué que je ne l'évoque là, parce que, Mylène, je ne suis pas philosophe. Et donc, j'ai posé quelques jalons du médecin qui voit les choses telles qu'il les ressent, mais je pense qu'il est important d'avoir l'éclairage de la philosophe sur ce sujet-là. Le problème de l'autonomie, c'est lorsqu'elle se traduit effectivement par un refus qui mettrait éventuellement en déséquilibre le bien commun par rapport à ma liberté de consentir ou de refuser d'adhérer notamment à un programme de dépistage par exemple, ou plus net encore, refuser d'adhérer à une campagne de vaccination. L'autonomie, juste un petit point un peu historique, au départ, c'est se fixer ses propres règles, telles qu'elles étaient comprises dans la Grèce antique. Et si on se réfère à l'origine de ce mot-là,
l'autonomie ne signifiait absolument pas l'individualisme de la décision et surtout du refus de considérer le bien collectif tel qu'on peut le comprendre aujourd'hui. L'autonomie, c'était avant tout ce qui signifiait se fixer ses propres règles collectivement, en émancipation d'une domination étrangère ou une domination de l'ordre du divin, par exemple. Donc l'autonomie, dans son sens premier, fonde le collectif. À l'heure d'aujourd'hui, l'autonomie, elle a plutôt tendance à être confondue avec l'idée de licence, c'est-à-dire qu'une liberté tout à fait excessive qui ne tiendrait compte de personne et qui ne se fixerait pas de règles. C'est le « je fais un peu ce que je veux », quoi. C'est absolument ça. Et je fais ce que je veux en affirmant ma liberté individuelle, trop souvent, dans tous les domaines de notre vie sociale, trop souvent contre le collectif que l'autonomie a permis de fonder au départ. L'autonomie, au départ, fonde véritablement le social. Et aujourd'hui, il y a une confusion entre la possibilité de faire des choix et la volonté pour certains de faire des choix sans considération des règles qui nous permettent de faire société, c'est-à-dire sans considération du bien commun. Encore faut-il que les individus sachent ce qu'est le bien commun. Absolument. Qu'ils soient formés. Je reprends mon exemple de la vaccination. Il n'est pas si évident que ça, quand on n'est pas professionnel de santé, de savoir que quand on se fait vacciner, ce n'est pas que pour soi, mais aussi pour les autres. C'est un concept finalement assez abstrait pour un non-biologiste ou un non-médecin. Donc il y a tout un sujet d'éducation ou de sensibilisation d'information ou d'endoctrinement. D'information d'abord, puisque l'autonomie ne peut s'exercer que lorsque l'information est claire, loyale, et qu'elle permet un consentement ou un refus, mais en tout cas un choix éclairé. Donc à partir du moment où l'éducation et l'information n'est pas faite, on touche là à un autre sens de l'autonomie en philosophie. Il n'y a pas de décision qui soit prise dans un discernement et une liberté intellectuelle claire. C'était un des sens notamment de la philosophie des Lumières. Alors nous avons donc Guillaume, notre sociologue, avec nous. A priori, dans ces politiques de santé publique, l'organisateur, l'administrateur, on va dire que c'est la puissance publique, donc l'État. Finalement, pourquoi l'État, historiquement, s'est mêlé de ces affaires-là? Et est-ce que finalement, les citoyens, aujourd'hui, acceptent cette intervention de l'État? Et quelle est la légitimité de l'État à agir? C'est vrai qu'en tant qu'individu, on a tendance à penser que la santé, c'est une affaire extrêmement privée, intime, qui renvoie à notre individualité biologique, et finalement, à nous de nous en occuper sans intervention extérieure. Mais en fait, on ne peut pas considérer uniquement cette dimension de la santé. La santé a aussi une dimension collective, publique, et d'où l'importance, et elle fait d'ailleurs l'objet de politiques publiques, d'où l'importance du rôle de l'État dans la gestion de la santé des individus, mais surtout des populations. C'est le principe de la santé publique, c'est de gérer la santé au niveau des populations. Et donc, on a tendance à considérer effectivement que toute intervention de l'État va venir restreindre nos libertés individuelles dans la gestion de notre propre santé. Et c'est une vision finalement qui renvoie à une certaine conception de la liberté. On peut avoir plusieurs conceptions. On peut avoir une conception de la liberté qui est négative, c'est-à-dire qu'on ne m'oblige pas à faire ou à ne pas faire quelque chose. Donc c'est une définition en négatif de la liberté. Et auquel cas, effectivement, dès lors que l'État impose quelque chose, on peut voir ça comme une atteinte à cette liberté négative. Et on peut aussi voir la liberté comme quelque chose de positif. Une liberté positive, c'est la capacité à faire quelque chose, et auquel cas, les interventions de l'État peuvent contribuer à renforcer cette liberté positive. Donc quand on parle finalement, ou qu'on condamne l'État de faire trop de paternalisme, on l'a vu dans le cadre de la crise Covid, etc., on a crié parfois la dictature, des mots assez forts, très forts, d'empiètement sur les libertés individuelles. Finalement, il faut se dire que parfois, on ne peut pas de toute façon penser la santé publique sans un minimum de paternalisme étatique qui n'est pas forcément préjudiciable à la population, même si le paternalisme dans le champ de l'éthique du soin a une très mauvaise presse et une connotation péjorative.
Et on a essayé de s'en débarrasser, entre guillemets, en donnant plus de droits aux patients, plus d'autonomie aux patients. Mais dans le champ de la santé publique, on peut considérer quand même que ce paternalisme, il a des vertus, dès lors qu'il permet d'augmenter cette liberté positive des individus, qu'il n'est pas excessivement coercitif, parce qu'il y a aussi des interventions plus ou moins coercitives, et puis il y a des interventions qui vont jouer sur les actions volontaires des individus, c'est-à-dire se faire ou pas vacciner, et puis des actions involontaires. Et la santé publique intervient beaucoup aussi sur des actions qui sont involontaires. C'est-à-dire quand je vais acheter de la nourriture au magasin, je ne sais pas si ce que je mange est bon pour la santé, etc. Et donc la santé publique, au travers des politiques publiques, peut intervenir aussi sur ces actions involontaires. Et donc, c'est pour ça que quand on réfléchit au paternalisme et qu'on dissèque un petit peu les choses, c'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Et il y a une dernière dimension, c'est que parmi ces libertés dont je parlais tout à l'heure, on peut aussi distinguer entre des libertés qui sont des libertés fondamentales, par exemple la liberté d'aller et venir, qu'on a restreint pendant la crise Covid avec le confinement, etc. Et puis il y a des libertés plus triviales sur lesquelles la santé publique peut intervenir, mais qui sont quand même moins problématiques. C'est-à-dire quand on me restreint une liberté triviale, c'est moins problématique que quand on m'interdit de sortir de chez moi ou de me déplacer, etc. Merci. Alors, moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce sujet-là, c'est qu'on sait que, comme je disais tout à l'heure, il y a clairement deux types d'interventions en santé publique, celles qui sont de l'ordre de l'incitation et celles qui sont de l'ordre de l'obligation. Et peut-être que c'est important de rappeler qu'à ce jour, ça pourrait paraître contradictoire. Pourquoi dans un même dispositif, il y a de l'incitation d'un côté et de l'obligation de l'autre? Mais de rappeler quand même que les débats ont lieu historiquement, que l'obligation est posée quand, avec une certitude forte, la santé d'un autre est en jeu. C'est-à-dire mon comportement met en danger l'autre. Et donc, prenons l'exemple de la politique routière. C'est une mesure de santé publique que de limiter l'alcoolémie et de limiter la vitesse. Parce que ma liberté excessive va engendrer le handicap, voire le décès de l'autre. Même problématique pour la vaccination. C'est-à-dire que dès lors qu'on est sur des vaccinations qui sont à dimension d'infection de portée générale collective, donc essentiellement des infections par exemple à portée de voie respiratoire, la Covid en faisait partie, la grippe peut en faire partie, et vous voyez que c'est assez étonnant parce qu'il y en a une qui était rendue obligatoire pour les professionnels de santé, la grippe l'a été aussi, puis on est en train de se dire mais finalement pourquoi c'est pas rendu obligatoire en population générale? Bon, voilà. Et puis, il y a d'autres vaccinations, telles que la vaccination portant sur les comportements sexuels, en particulier les hépatites, qui ne sont plus devenues obligatoires. Et pourtant, il y a un risque de contamination d'autrui, alors peut-être en moins grand nombre, mais néanmoins. Donc, on n'est pas aussi clair que ça sur nos concepts. Et donc, on vacille, on vacille. Mais quand même, cette idée, j'aimerais bien avoir votre regard à tous les deux de cette obligation, vous voyez, une obligation qui est très forte, qui va sur la contrainte versus incitation. Et puis, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est comment le concept, finalement, d'obligation a de sens si derrière, il n'y a pas de sanction. Alors, je ne suis pas en train de dire que je suis un individu qui souhaite développer la sanction dans notre société, mais on voit aussi très bien vers quel type de société on peut aller. Mais je rappelle que pour la vaccination de l'enfant, la sanction, c'est la non-admission en crèche ou à l'école. Elle existe, mais très rapidement, elle devient problématique parce qu'on pose la question de l'intérêt de l'enfant. Alors, l'éthique est là pour être complexe, mais si, dans l'intérêt collectif, on interdit à un enfant d'être scolarisé ou mis en crèche, c'est aussi une problématique. Donc vous voyez que la santé publique, elle a plein d'éléments de tension qui comprend objectivement, qui nous fait comprendre que ce n'est pas simple de décider. Souvent, on a l'impression que les paradigmes, nous, ce qu'on voudrait vous faire passer, c'est cette notion de complexité. Alors là, complexité, obligation, liberté, sanction... C'est révolutionnaire, mon propos, ou d'autres en ont parlé, un certain nombre d'auteurs en ont parlé par le passé. Peut-être que ça permet de comprendre aussi que la liberté individuelle seule, isolée, c'est-à-dire la liberté d'un être qui se conçoit d'une manière hyper individualisée ou atomisée, n'a aucun sens. La liberté, elle est construite sur les obligations collectives, elle est construite aussi, elle n'a de sens que parce que les autres sont libres. Le fameux adage « ma liberté commence là où finit celle des autres », la réalité, c'est que c'est certainement faux. Ma liberté commence là où commence celle des autres. Nous ne sommes libres ni seuls,
ni en dehors des institutions et encore moins en dehors d'un État démocratique sans lequel, finalement, la liberté ne peut pas s'exprimer, y compris dans le domaine de la santé. Alors Guillaume, dans l'histoire, le pouvoir public a rendu beaucoup de politiques publiques obligatoires, de l'hygiénisme du XIXe siècle à aujourd'hui, oui. et finalement, il y avait un rationnel politique, intellectuel, ou alors plutôt des idéologies, ou alors une population qui était passive et finalement qui acceptait sans débat. Il y a plusieurs façons de légitimer l'intervention de l'État et plusieurs théories normatives ou éthiques qui peuvent le légitimer, même si on prend les théories les plus minimalistes. En éthique, les théories libertaires ou libertariennes, ou même celles-ci qui défendent vraiment la liberté individuelle, même celles-ci reconnaissent au moins un principe minimal qui est le principe de non-nuisance. Il ne faut pas nuire aux autres. Et donc pour ne pas nuire aux autres, ça peut justifier des mesures de quarantaine, des mesures d'isolement, etc., pour préserver la santé des autres. Donc même ces théories très libertariennes reconnaissent au moins ce principe-là, et puis on peut légitimer les interventions de santé publique par rapport à d'autres cadres normatifs, par exemple l'utilitarisme. Pour maximiser le bien-être de tous et donc la santé de tous, il faut bien que certains fassent des sacrifices et restreignent leur propre liberté. On peut s'en tenir aussi ou mobiliser le principisme, par exemple, les principes de Childress et Beauchamp. On les connaît beaucoup dans le champ de l'éthique du soin, de l'éthique clinique, bienfaisance, non-malfaisance, autonomie et justice. Et il se trouve que ces principes-là sont un petit peu limités pour penser l'éthique en santé publique. Et pour penser l'éthique en santé publique, il faut rajouter d'autres principes. Par exemple, le principe de solidarité. On ne peut pas penser la santé publique sans réfléchir à la question de la solidarité, sans réfléchir à la question du bien commun qu'on a évoqué, la question des droits collectifs. On ne parle plus forcément de droits individuels, mais de droits collectifs. Et aussi, évidemment, la question de la responsabilité. La responsabilité individuelle envers soi-même et sa propre santé, on pourrait dire, une sorte de devoir de santé, mais aussi responsabilité envers les autres et envers le collectif, puisque, effectivement, en se vaccinant, on protège aussi les autres, etc., etc. Donc ça nécessite d'augmenter, je dirais, la somme des principes dont on dispose pour penser l'éthique en santé publique, qui est une question qui est qu'on pense depuis beaucoup plus récemment que l'éthique clinique ou l'éthique du soin, qu'on pense depuis les années 70. L'éthique en santé publique, dans la littérature, c'est depuis les années 2000, ça fait une vingtaine d'années, et on voit bien l'intérêt qu'il y a à la penser aujourd'hui. Quand on a vécu la crise sanitaire qu'on a vécue, on sait qu'on sera confronté à nouveau à des crises sûrement différentes, mais d'ampleur peut-être aussi importante à l'avenir, d'où l'appel du Comité national d'éthique à mettre en place des états généraux de la santé publique pour que ces questions-là soient discutées démocratiquement, parce qu'il y a un vrai enjeu démocratique derrière ces questions-là, puisqu'on parle de restriction de liberté, etc., etc. Il y a un autre volet que j'aimerais bien discuter avec vous, c'est la question du rapport à l'argent et au coût dans ces questions de santé publique. D'abord, je le disais tout à l'heure, parce qu'un dépistage ou une prévention non réalisée, et c'est montré dans toutes les pathologies, amène à des pathologies plus graves et plus coûteuses. Et dans un système de solidarité distributive, ce qui est dépensé en argent d'un côté ne l'est pas de l'autre. Donc on pourrait déjà porter cet éclairage sur la responsabilité, mais sans pour autant juger le comportement des gens, mais rappeler les principes. Il y a d'autres choses intéressantes sur cette question, c'est est-ce qu'on pourrait valoriser, remercier, féliciter les gens qui ont un comportement dit correspondant aux enjeux de santé publique, et en miroir, ça voudrait dire non pas sanctionner les gens, mais la récompense étant quand même quelque chose qui viendrait concrétiser une reconnaissance collective. Le bonus-malus, par exemple, en termes d'assurance maladie, ça pourrait être... c'est des choses qui sont débattues. Et puis le troisième volet, je vais développer un peu avant d'avoir vos réactions, c'est le sujet que quand on met en place une politique de dépistage ou de prévention et que les citoyens ne s'en emparent pas, si on met de l'argent pour rien dans le dispositif. Et vous pourrez retrouver sur Internet des travaux et des rapports qui nous avaient été demandés par l'Institut national du cancer il y a maintenant quelques années. Et la question était par exemple, est-ce qu'il faut continuer à mettre en place et à développer le dépistage des cancers du sein par mammographie? Je ne rentre pas sur le débat sur l'efficience du dépistage. Et pareil pour le cancer du côlon, où là, il n'y a pas de débat sur l'efficience du dépistage. Pourquoi ? Parce que on va dire que si, pour organiser des dépistages dans les territoires,
il faut mettre une base de 100 en argent, mais que derrière cette base de 100 n'a servi à rien parce qu'il n'y a que 20, 30 ou 40% de la population, alors qu'avec cette base de 100 en argent, on voudrait au moins avoir 80 ou 90% de la population, la puissance publique et l'opérateur politique pourraient se dire « moi j'arrête de financer ça ». Parce que finalement, ça ne sert à rien. Et c'est de l'argent dépensé pour rien. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions autour de l'argent. Alors je ne sais pas si vous avez un regard là-dessus, après je compléterai, mais j'aimerais bien avoir votre point de vue sur finalement, est-ce qu'il faut être assez pragmatique, voilà, valoriser les gens méritants. Je le redis, en France, ce n'est pas en train d'actualiser, mais quand vous regardez certaines polices d'assurance, y compris mutualistes, et il n'y a pas besoin d'aller, comme on dit, outre-Atlantique, il y a en Europe des gens qui disent si vous êtes assureur mutualiste, on vous demande de faire vos dépistages, sinon vous ne serez pas correctement remboursé. Il y a la politique du tabac, où on taxe le tabac pour alimenter l'assurance maladie, donc ça existe, hein, donc ça, je vais remettre tout ça, donc ça existe. Et puis, je reviens sur la question de la dépense inutile collective. C'est des vraies questions aussi, hein, de choix société et de choix politique. Hein. Pour répondre à ce genre de questions, il faut, à mon sens, et là je m'adresse à Guillaume, tenir compte aussi des inégalités en matière de santé. Ceux qui ne se saisissent pas des offres de prévention, ce sont souvent ceux qui ont un accès le plus précaire à la santé, ceux qui ne dégagent pas le temps ou qui n'ont pas accès d'une manière fluide à tout ce qui relève de la prévention. Est-ce que là-dessus, tu es d'accord avec moi sur les inégalités ? Guillaume ? Oui, effectivement, la question des inégalités est fondamentale. Et puis, plus largement, je crois que on a parlé du rationnel derrière les interventions de santé publique, et il y a évidemment du rationnel médical, des données statistiques, etc., qui motivent ces interventions, mais ce qu'on oublie souvent peut-être de dire, ou ce dont même les acteurs de la santé publique n'ont pas toujours conscience, c'est que la santé publique mobilise des valeurs, elle défend des valeurs, et donc il y a une dimension extrêmement normative derrière les politiques de santé publique. On n'agit pas qu'au nom de la science, on agit au nom une certaine conception qu'on a de la santé, de la vie en société, etc. Et donc, finalement, quand on se dirige du côté de la sanction ou du côté de la promotion des actes par des récompenses, etc., on ne mobilise pas les mêmes valeurs, on ne mobilise pas la même conception du vivre ensemble, de la solidarité, de la responsabilité individuelle, etc. Et donc ça, c'est très important que les acteurs de santé publique aient conscience de toutes ces valeurs qui sont mobilisées, parce que le risque, finalement, c'est que on considère et ça a été le cas dans le passé, on considère la santé publique comme un acteur de contrôle social, finalement. Absolument. De contrôle social, donc forcément, c'est vu négativement par les populations, c'est très mal perçu, etc. Ou alors, et comme quelque chose qui restreint la liberté, encore une fois, la liberté négative, ou alors on conçoit la santé publique comme quelque chose qui promeut des valeurs, mais des valeurs qui sont bienfaisantes, finalement, pour le vivre ensemble, pour la société, pour l'exercice de la solidarité, etc. Et donc, ça sera beaucoup mieux perçu. Et puis, il ne faut quand même pas... je suis d'accord avec toi, il faut penser à la question de l'efficience. La santé n'a pas de prix, mais elle a un coût, donc on peut pas, on a des enveloppes restreintes, et donc il faut faire des investissements qui soient relativement efficients. Et en France, on n'a pas forcément l'habitude, historiquement, d'évaluer correctement les politiques de santé publique. Et les anglo-saxons le font beaucoup plus depuis longtemps. Et je crois qu'on n'a pas d'autre choix aujourd'hui que d'entrer dans une phase où on va davantage évaluer les interventions. Et puis aussi, je pense, faire participer davantage les citoyens à la conception même des politiques de santé publique. C'est extrêmement important pour l'adhésion, pour l'acceptabilité de ces politiques. Un autre aspect de l'adhésion, c'est aussi la mise à disposition sur les territoires. Les projets comme par exemple amener le Mamobile à l'intérieur des villages. Peut-être expliquer aux gens ce que je le vais Mamobile. Expliquer ce que c'est que le Mamobile. Le Mamobile, c'est donc un bus dans lequel on dispose de tout le matériel pour pouvoir faire la mammographie. La mammographie et donc finalement répondre à l'incitation en termes de prévention. Sauf que dans ce cas-là, c'est la prévention qui se déplace sur le pas de porte à travers finalement une mise à disposition
Et on voit qu'on a une meilleure adhésion, notamment dans les déserts médicaux ou dans les territoires où l'accès à ce type de prévention est difficile. Ça permet aussi d'avoir une meilleure information, d'avoir un contact humain beaucoup plus proche, avec une meilleure réponse aux angoisses éventuellement des femmes qui peuvent venir chercher des renseignements sans aller nécessairement à 1 heure de route ou 3/4 d'heure de route. Donc il y a, à mon sens aussi, dans l'efficacité de la prévention, une réflexion à avoir sur la territorialité et la capacité qu'on a à amener la prévention d'une manière facilitante, puisque un des problèmes aussi, c'est celui-là. Et ce que tu évoques va m'amener à discuter avec nos auditeurs d'un concept intéressant de la santé publique. Le Mamobile, c'est aller vers les gens et finalement faire plus pour certaines catégories de population que pour d'autres. Si vous habitez dans une zone de densité médicale correcte, on va vous envoyer un courrier, on va vous dire allez faire votre mammographie au cabinet de radiologie. Et puis pour des gens plus éloignés du soin, on va développer un système de Mamobile avec des personnels et ça a un coût différent. Et je pense que là, tous les deux, je vais passer la parole à Guillaume d'abord, on est obligé d'aborder ces questions entre l'équité et l'égalité. Alors, on serait tous à même autour de la table à faire notre petit pitch là-dessus, mais on rappelle quand même que l'égalité, c'est on apporte la même chose à tous, et que l'équité, on apporte à chacun dont il a besoin. Et peut-être que vous allez me dire un mot sur l'universalisme proportionné. Mais c'est important parce que c'est aussi en lien avec ces débats d'éthique en santé publique, c'est-à-dire que est-ce que réellement, avant de dire qu'on arrête une politique de santé publique, on a tout fait pour permettre aux populations les plus éloignées et les plus vulnérables de participer? Guillaume? Oui, historiquement, on a plutôt eu tendance à envisager les politiques de santé publique et les interventions à partir de la notion d'égalité, et particulièrement en France, où ça fait quand même partie des valeurs qui sont au fronton de la République. Et donc on fait des politiques égalitaires ou égalitaristes. Donc on propose à tout le monde la même chose, et on se rend compte que dans beaucoup de situations et beaucoup d'interventions, ces politiques égalitaires, finalement, bénéficient aux gens qui sont déjà avantagés dans la société. Donc c'est les plus favorisés qui participeront le plus au dépistage, qui seront le plus vaccinés, etc., etc. Et donc, paradoxalement, en proposant des choses au nom de l'égalité, on creuse les inégalités en santé. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc depuis un certain temps maintenant, mais ceci dit, c'est quand même assez récent, on essaye de faire des choses qui restent universalistes dans la pensée des interventions, qui s'adressent à tout le monde, mais on va déployer davantage d'efforts vers les personnes les plus défavorisées ou dont on pense qu'ils ont le plus besoin d'accompagnement, d'aide, etc., pour accéder à ces interventions de santé publique. Donc c'est ce qu'on appelle l'universalisme proportionné ou proportionnel au désavantage. On va faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin. Et donc ce qui va motiver ces interventions-là, c'est plus la notion d'équité, de justice finalement. On va faire plus pour certains pour arriver à compenser les inégalités existantes en matière de santé. Alors c'est bien Guillaume, il faut passer la parole à Mylène, mais pour animer un peu le débat, il y a aujourd'hui dans nos familles, sur l'échiquier politique, des gens qui disent que quand on fait plus pour certains, c'est de l'assistanat, que c'est de l'argent public, que les gens ont qu'à se débrouiller, qu'ils ont qu'à être responsables. Les mêmes qui par ailleurs porteraient peut-être des valeurs au fronton de la République ou au fronton des églises en disant il faut s'occuper des plus faibles. En pratique, on pourrait laisser les plus faibles sur le bas de la route. Donc il y a quand même, tu l'as dit, dans le système de santé publique, des valeurs que tout le monde ne partage pas. Moi, je rappelle, dans le rapport qu'on avait fait là, sur ces questions d'enjeux de dépistage des cancers, qu'une des questions politiques était de dire est-ce qu'on arrête ces dépistages, puisque en fait, il ne marche pas sur l'ensemble de la population. Et la première chose que vous disiez tout à l'heure, les gens disent on ne va pas arrêter parce que les quelques populations vulnérables qui participent, ils vont... Mais il y avait sur l'échiquier politique, y compris à l'Assemblée nationale, des gens qui disaient après tout, on s'en fiche. Donc effectivement, la santé publique porte des valeurs. Et tu disais vulnérable, et finalement ça ramène aussi à une autre conception de l'éthique du care, et de quelle société nous voulons par rapport au fait de prendre soin des plus vulnérables et éventuellement de leur amener quelque chose qui soit à leur portée et qui permette à toute la société finalement d'aller dans le sens de la protection des populations les plus vulnérables. Au-delà de l'universalité de l'offre, je pense que la clé, elle est aussi dans la diversité de traduire cette offre sur le territoire. C'est-à-dire que le Mamobile, c'est une solution. Il y a la solution dans des établissements de santé. Il y a des solutions. Et plus on multipliera les manières d'accéder à la prévention qu'on propose, finalement, peut-être plus on aura de résultats. Et puis surtout, effectivement, la priorité, c'est sûrement de considérer les plus vulnérables comme ceux à qui il faut apporter cette prévention.
On va faire un dernier petit tour de table entre nous, parce qu'il va falloir bientôt achever, mais il reste un dernier volet quand même intéressant. On voit bien, comme on dit, c'est une intervention de l'État. On voit bien que les individus hésitent à participer ou pas. On peut se poser la question aussi de la confiance qu'on a dans l'État. Certains ont pu écrire que finalement les gens adhéraient d'autant plus quand ils avaient confiance dans l'État. Et que finalement, quand on n'a pas confiance dans l'État, eh bien, on s'en méfie. D'accord ? Donc ça renvoie à la question d'État protecteur. Et puis, certains l'ont dit là récemment, est-ce que ça vaut le coup d'avoir un grand discours sur la prévention de la santé, alors même que l'accès aux soins du quotidien n'est pas organisé ? Donc on peut comprendre aussi que la population, des fois, s'interroge sur un discours étatique quand elle le voit un peu incohérent. Vous avez une idée là-dessus, l'un et l'autre ? Et puis, à mon avis, ça pourrait presque servir de propos de conclusion. Oui, la question de la confiance est évidemment fondamentale en ce qui concerne la santé publique, mais pas seulement. Et ce dont on se rend compte au travers de pas mal d'études qui débordent le domaine de la santé publique, c'est qu'il faut faire la différence aussi entre la légitimité des acteurs à intervenir. On peut considérer que l'État est légitime pour s'occuper de la prévention de la santé des populations, et la confiance qu'on fait envers ces acteurs pour intervenir. Et des fois, on peut considérer un acteur légitime, mais on ne lui fait pas du tout confiance. Et donc ça pose évidemment un problème après dans l'acceptation de l'intervention. En plus, je crois qu'il y a d'autres aspects qui viennent s'entremêler avec celui-là. C'est la question qu'on est confronté aujourd'hui à énormément d'incertitudes sur tout un tas de questions. Pas sur toutes les questions de santé publique. En tout cas, on l'a vu avec le Covid. Il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a la question de la confiance envers l'information. Avec l'infodémie et les multiples sources d'information aujourd'hui, c'est très compliqué de savoir à quelle source d'information faire confiance et donner sa confiance. Et donc ça complexifie évidemment, mais ça impose, je dirais, aux acteurs, et notamment à l'État, d'agir le plus possible en transparence, en clarté, en justifiant les interventions. C'est peut-être ce qui manque aussi beaucoup dans les interventions de santé publique, c'est qu'elles ne sont pas suffisamment justifiées. À partir de quel rationnel scientifique, à partir de quelles valeurs qui sont mobilisées, etc. Ça, je pense que ça aiderait beaucoup à ce que les individus mieux informés, finalement, adhèrent davantage aux politiques mises en œuvre. Alors Mylène, même si le temps court, on a besoin de ton éclairage sur ce point-là, puis après on arrêtera malheureusement. Qui est un des mots-clés, très clairement, la confiance, c'est aussi, elle se donne, elle se reprend, mais à un être humain. Donc le fait est que peut-être rétablir du relationnel, rétablir des contacts de terrain avec des humains et pas simplement une lettre qu'on reçoit et qu'on reçoit tant qu'on n'a pas fait le fameux examen, ça peut être aussi une façon de lever les incertitudes, de lever la peur, la méfiance, la défiance parfois. Et je vois qu'un être humain qui établit une vraie relation de proximité et d'échange avec la personne qui se pose des questions pour pouvoir justement emmener vers cette prévention dans une vraie relation de care, d'accompagnement et de prendre soin. Peut-être il faut rétablir un peu le facteur humain aussi dans tout ça. Oui, c'est vrai qu'il y a eu des études sur les supports de communication qui montrent que quand le support de communication arrive avec le logo de la République, les gens, des fois, le confondent avec les impôts ou l'amende. Ils n'ouvrent même pas l'enveloppe, tellement ça leur fait peur. Et puis, il y a d'autres choses, effectivement, où c'est un acteur associatif de proximité dans un quartier qui va parler aux femmes des dépistages du cancer du col de l'utérus ou des choses comme ça, et on sait que ça marche. Donc ou on ma voit sœur, bien ou ma voisine. Voilà. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est parti de la santé publique à la relation, pour arriver à la relation interhumaine et au fait que effectivement tout ça faisait que pour avoir un comportement qui pourrait être modifié, il faut de la confiance, il faut de l'éducation, il faut de la promotion de la santé. Et je pense qu'on est d'accord que tous ces éléments concourent à la liberté des individus. Donc je vous remercie beaucoup. J'espère qu'on a pu apporter à chacun un éclairage qui nous permettra de continuer à réfléchir. Merci. Merci.